La lutte contre la douleur en période périnatale, c'est un terme lutte quasi musculaire, physique, voire guerrier. La lutte contre la douleur s'inscrit dans une attitude ancienne et humaine de l'accompagnement de la personne souffrante. Dans notre colloque de 2002, qui traitait du 50e anniversaire de l'accouchement sans douleur, l'histoire de l'obstétrique a connu, ça nous démontrait qu'elle avait connu des périodes différentes et que les historiens continuent de décrypter encore de nos jours la lutte contre la douleur, même si elle ne fut pas la priorité avant le XXe siècle, reste juste derrière la lutte contre les mortalités materno-fétales. De tout temps, nous l'avons entendu, depuis la nuit des temps, les humains utilisent des procédés permettant de soulager les maux physiques et ceux de l'esprit. Des plantes, voire de la magie, jusqu'à la médecine moderne, les humains cherchent sans répit les solutions aux souffrances de l'existence. Une parmi elles nous intéresse particulièrement pendant ces journées, la prise en charge des douleurs obstétricales. Alors, la sentence biblique est récente au vu de l'humanité, quelques siècles seulement, et elle n'a pas empêché toute velléité de rêve, celui d'accoucher sereinement, sans crainte pour sa vie et celle de son futur enfant. La grande douleur, c'est comme ça que je l'ai appelée, celle qui s'impose, incontournable, semble-t-il, la douleur de l'accouchement, apparaît de nos jours entendue et presque comprise. Une douleur des grands changements pour la femme, changement généalogique, changement social, culturel, reconnaissance, changement psychique, changement anatomique et physique. Une grande douleur qui écrase par son importance et son inévitabilité. Une douleur qui impose le respect. Et pourtant, cette grande douleur, ce grand changement, n'est pas isolé dans le parcours obstétrical de la femme. Avant ce grand passage, il y a la grossesse. Et puis après, ce que vous appelez les suites de couches. Il y a la grande douleur et il y a, non pas les petites, mais les autres. Du simple inconfort à la gêne, à celle insupportable, les autres douleurs se mettent en place dès le début du parcours de la grossesse. Douleurs moindres et cachées, parfois inavouées, elles ont les mêmes causes, un grand changement psychophysiologique, socio-culturel et familial. Il incombe aux soignants que nous avons choisi d'être de repérer ces douleurs, de les accompagner, voire de les soulager. Alors là, je dois passer à l'autre, c'est marqué. Alors, c'est quoi la douleur? L'unité 987 de l'INSERM, service de physiopathologie et pharmacologie clinique de la douleur, définit la douleur. C'est repris par les associations internationales qui cherchent autour de la douleur. Douleur définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, voire insupportable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite comme telle. La douleur repose donc avant tout sur le ressenti de la personne, ce qui la rend difficile à quantifier et à qualifier. Elle n'est pas systématiquement liée à une lésion, nous le savons, ce qui complexifie d'autant son étude. La douleur est donc subjective. Elle est donc ressentie de façon extrêmement différente selon les individus, mais aussi chez une même personne selon son environnement du moment, son état affectif, émotionnel, sa géographie du moment. Les professionnels de la douleur en décrivent deux grandes catégories, je vais aller vite. La douleur dite aiguë, qui joue un rôle d'alarme et permet à l'organisme de réagir et de se protéger face à un stimulus mécanique, chimique ou thermique. Et la douleur dite chronique, c'est une douleur définie par une durée de plus de 3 mois. Le mécanisme d'alarme, alors, n'est plus justifié. La douleur devient, et c'est la définition en médecine, une maladie à part entière. La douleur chronique, même minime, va engendrer une altération de la qualité de vie,
donc de la qualité de sommeil, d'alimentation, de récupération corporelle et psychique. La douleur, même minime, peut avoir plusieurs sites. On peut avoir en même temps mal à son doigt, mal à son cou, mal à son pied. Et même si ce sont des petites douleurs, l'addition de ces douleurs finit... Alors, il n'y a pas le facteur, effectivement, arithmétique, mais plusieurs douleurs, et on va le voir dans la grossesse, il y a plusieurs petites douleurs qui peuvent complètement mobiliser l'attention. Alors, là aussi, on le sait, l'imagerie cérébrale a permis de montrer que les centres cérébraux responsables des perceptions de la douleur sont très étroitement liés, même géographiquement, au centre des émotions. Ce lien a également mis en évidence qu'un individu à l'attention sollicitée ressentira moins la douleur qu'un individu focalisé sur l'événement douloureux. Alors, voilà. L'équipe hospitalière de Roubaix en 2005, qui pratiquait encore des IVG sous anesthésie locale, démontra, donc ça fait presque 15 ans, la corrélation entre le seuil anxieux et le seuil douloureux. Qu'en abaissant le seuil anxieux, nous abaissions le seuil douloureux. Une thèse de médecine générale de 2013, et on en a beaucoup, on le verra, montre que les scores de douleur, avec l'échelle EVA que vous voyez, je pense que vous la connaissez tous, d'évaluation visuelle, sont statistiquement plus élevés quand la femme manifeste de l'anxiété avant l'IVG. Alors, depuis 1998, la prise en charge de la douleur est une priorité de santé publique et constitue un des éléments de politique d'amélioration des soins. Son soulagement de la douleur est reconnu comme un droit fondamental de la personne par la loi du 2 février 2016. Je cite un petit bout. « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Et ce, quelles que soient les méthodes utilisées, est reconnue comme efficace, aussi bien médicamenteuse que non médicamenteuse. » Ambre Devez, dans son mémoire de sage-femme en 2018, évalue les pratiques professionnelles au sein du groupe hospitalier de Grenoble sur la prise en charge de la douleur maternelle dans le postpartum. Elle rappelle que cette prise en charge est notée comme une pratique exigible prioritaire, PEP, appelée à l'hôpital, demandant ainsi un niveau d'exigence renforcé, c'est-à-dire un taux de conformité d'au moins 80%. Alors ça, c'est du vocabulaire hospitalier. Il n'empêche, en 2013, c'est pas si vieux, la médecine chirurgicale et obstétrique était de 73%, cet indice, alors qu'en médecine, il est de 80 et en chirurgie, 93. La loi de 2016 va permettre d'améliorer les scores, mais d'améliorer tous les scores, aussi bien en obstétrique qu'en médecine, en chirurgie. Et l'obstétrique va arriver à 86% de ce score en 2016. Mais elle reste légèrement derrière la médecine et la chirurgie. Alors, encore plus précisément, les douleurs en période périnatale. L'OMS définit la période périnatale, je vais aller vite parce que vous connaissez tout ça, comme la période située entre la 28e semaine d'aménorrhée et le 7e jour de vie. En France, on a élargi, le ministère de la Santé définit la périnatalité comme l'ensemble des processus liés à la naissance depuis la contraception jusqu'au premier mois de la vie du nourrisson. Elle couvre ainsi le désir d'enfant, le diagnostic anténatal, la grossesse, l'interruption de grossesse, l'accouchement et l'allaitement. L'enjeu est la prise en charge dans les meilleures conditions possibles de la grossesse et de l'accouchement. Il inclut ainsi la prévention des problèmes de santé avant et après la naissance de la femme et de l'enfant.
Les prises en charge hospitalières, la prise en charge des douleurs en milieu hospitalier permet une prise en charge globale, de toute façon, de la périnatalité. Hanté, grossesse, accouchement et les suites de couches. Contrairement au suivi dit en ville, c'est-à-dire hors structure hospitalière, alors ça pourrait être les PMI pour le service public ou privé, les consultations libérales, où le parcours de soins là va pour la plupart du temps être interrompu pour l'accouchement, justement, entraînant une rupture momentanée du suivi et du soutien. Hors suivi global par une sage-femme en libéral avec une autorisation de plateau technique ou un accouchement suivi et choisi à domicile. En contrepartie de l'hôpital, la ville offre une possibilité de suivi plus global en termes individuels, prise en charge de la personne dans son cadre de vie. La patiente choisit son unique accompagnant professionnel en hanté et en post-natal. Il n'est actuellement que rarement possible que cet accompagnant professionnel soit autorisé à entrer dans le service de maternité. Alors, comment combiner sérieusement la prise en charge des douleurs périnatales dans un parcours nécessairement fractionné? Les douleurs sont individuelles, nous l'avons vu, éminemment liées aux émotions, à l'histoire de la femme, à son parcours de vie, qu'il soit difficile ou au contraire bien entouré, à ses conditions de vie, la faim, le froid, les conditions de logement. Les douleurs sont multiples. Elles intéressent un petit peu moins parce qu'on n'est pas dans la grande douleur, mais c'est celle qui m'intéresse, moi, en tant que praticien, justement, hors hospitalier. Le corps de la femme enceinte va se modifier jour après jour, quasi heure après heure. Des modifications physiologiques et morphologiques, un équilibre qui se modifie tous les jours. Le poids, c'est pas un poids qui va se prendre globalement, c'est un poids qui va faire pencher. Il entraîne une bascule du rachis, entraînant des lombalgie, sciatalgie, enfin, toutes les douleurs de l'appareil orthopédique, un écartement des os du bassin, un poids sur l'appareil justement locomoteur, entraînant des douleurs aux hanches, des douleurs aux genoux, des douleurs aux talons, des tendinites, etc. Des contractions, alors ça on les connaît bien, les contractions, des modifications physiologiques avec des modifications cutanées, de l'acné. Alors l'acné ça peut faire mal, le masque un petit peu moins, une anémie relative qui va quand même fatiguer la femme, et on sait que la fatigue amène à une prévalence de la douleur plus rapide, des stases veineuses entraînant des hémorroïdes parfois gênants, voire compliqués, nécessitant des traitements, des membres inférieurs avec varices, avec stases veineuses, avec douleur, difficulté pour se mobiliser, des modifications psychiques, alors très larges, anxiété, troubles du sommeil, fatigue, l'anxiété amenant à la déprime, voire à plus lourd. Voilà, donc ça, toutes les modifications, le panel des douleurs est extrêmement large, avec effectivement une expression. Alors vous reconnaissez l'échelle de la douleur, d'évaluation de la douleur. Ça va de 1 à parfois jusque 9. Une sciatique, ça fait extrêmement mal. Voilà, donc ça c'est les modifications avant. La période du pernatal, de l'accouchement, j'en parle pas parce que vous la connaissez par cœur, et surtout vous la connaissez, moi pas, on va dire, quasi. Et je passe en post-natal, où là on a des conséquences directes des lésions. Alors les lésions génitales, c'est pareil, on va pas les lister, les lésions naturelles, voie basse, acquise, césarienne, péri, épisio, suture, et j'en passe. Des modifications physiologiques avec une perte ostéomusculaire, des modifications physiologiques, hormonales, les seins avec l'allaitement, ça fait pas mal l'allaitement théoriquement, mais quand même beaucoup de femmes
se plaignent de seins douloureux, de gerçures, de crevasses, d'engorgement, de pathologies infectieuses et psychiques. Et là, effectivement, on est extrêmement attentif avec un changement de l'image du corps, un changement du rythme de sommeil, un changement des priorités dans sa vie, un changement dans l'équilibre familial et conjugal. La liste est longue. Donc là, on est excusez-moi, en postpartum, où on fait attention. Alors, donc, vous la connaissez, la célèbre, tu enfanteras dans la douleur, qui est finalement récente, enfin, je trouve, ça quelques siècles, mais je crois qu'on n'a pas attendu la sentence biblique pour avoir mal. Voilà, c'était il y a longtemps. Comment prend-on en charge la douleur en périnatale? Je reprends l'ouvrage que tout le monde connaît ici, de Marianne Lelier et Jocelyne Georges, qui sont les historiennes qui ont écrit ce livre, Histoire d'une révolution oubliée. Alors, c'est pas l'heure de la polémique autour de ce moment très particulier. Donc, elles l'ont décrit. Nous avons eu un colloque dédié à l'accouchement sans douleur. Alors, on va en parler un petit peu parce que entre la sentence biblique et ce que M. Lamaze en France importe en 1900, dans le début des années 1950, quand on le lit, j'ai vu de mes yeux une femme qui accouchait sans douleur. Il était praticien de la naissance et a priori il n'avait jamais vu d'accouchement a priori, sans douleur, si on le relit, c'est-à-dire que ça devait ne pas exister. Et donc là, aussi biblique était « tu enfanteras dans la douleur », là, ça paraît aussi quasi biblique. D'un seul coup, la lumière fut, il semblerait qu'on puisse accoucher sans douleur. Donc une révélation fin XXe siècle. Alors là, le terme d'accouchement sans douleur, donc, qui apparaît comme une solution enfin à ces douleurs, c'est un terme qui est maintenant estampillé, quoi. C'est l'AOC. Accouchement sans douleur correspond à une technique très particulière et ça repose sur le postulat. Et là, je reprends les travaux de Marilène Vuille qui devait être là hier, donc je vais finalement pouvoir en parler, mais je vais le réduire. Le postulat que l'accouchement est un phénomène naturellement indolore et que l'apparition de la douleur résulte d'un conditionnement inadéquat. Donc, l'accouchement sans douleur, alors très rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense que tout le monde connaît, il émerge en Union des républiques socialistes soviétiques et en Grande-Bretagne après la guerre, dans les fin des années 40, et un accoucheur français de la clinique des métallurgistes Les Bluets va faire un voyage, va découvrir, il y était sensibilisé, cette technique et va la ramener en France. Et d'ailleurs, maintenant, cette technique, ça s'appelle la technique du docteur Lamaze, la méthode Lamaze, quoi. On en a oublié l'Union soviétique et la Grande-Bretagne, et à travers le monde, c'est devenu la méthode Lamaze. Il va la franciser, simplement. Et voilà, c'est une méthode qui va... alors, ça s'appelle la méthode, la PPO, psychoprophylactique obstétricale, qui ne repose pas sur des techniques de pointe qui sont en train d'émerger, mais sur des techniques modestes et des dispositifs usuels. Elle détermine une restructuration du cerveau par un apprentissage rationnel en vue d'une adaptation à une situation nouvelle et future, l'accouchement. Alors, faut le remettre dans son cadre historique, avec... alors, ils se sont servis de Pavlov, des réflexes conditionnés, etc. Donc, ça apparaît, dit maintenant, 70 ans après, peut-être un peu comme violent, mais il faut le remettre à cette... Donc, en vue de cette histoire où, donc, jusqu'à priori 1956, tous les accouchements étaient douloureux. Donc, dans cette théorie de PPO, la douleur de l'accouchement n'est pas provoquée par des contractions utérines, mais par une mauvaise interprétation par le cerveau des signaux de l'utérus que l'utérus lui envoie. D'où la volonté de restructurer,
et donc de créer de nouveaux réflexes, restructurer le cerveau par une instruction appropriée. Alors l'éducation va être double. D'une part, on va transmettre les connaissances scientifiques et médicales à la femme. Et d'autre part, à enseigner des procédés d'indolorisation, soit par des exercices de respiration, soit des exercices de relâchement neuromusculaire, et en activant la partie du cerveau considérée comme étant supérieure, le cortex. Lamas dit en 1956 d'ignorante, donc passive, qu'elle était pendant la grossesse et pendant l'accouchement, la femme enceinte est devenue active d'un bout à l'autre de sa grossesse grâce à une éducation scientifique. Dans l'esprit des promoteurs de l'accouchement sans douleur, l'éducation est le pilier et la prévention de la douleur. Leur méthode est avant tout pédagogique et le médium de l'éducation est le langage. Le langage est ainsi reconnu comme une technologie puissante, décrit Mme Vuil dans ses travaux. Le kinésithérapeute André Bourrel, alors pour l'histoire, il était marié à une sage-femme, donc ça, c'est, je pense pour ça qu'il y était intéressé, a inventé la notion de la respiration du petit chien. Donc il faisait partie de cette équipe de M. Lamaze. Je crois que c'est un terme qu'on emploie encore, la respiration du petit chien, donc la respiration haletante. Voilà, donc on éduque, on enseigne et on donne la technique qu'il faut pour respirer. L'accouchement sans douleur est donc un travail collectif présentant une division des tâches bien ordonnée entre les membres profanes et professionnels, un travail d'équipe. Et les premières descriptions d'accompagnement, vous les connaissez. Par exemple, un professionnel, attention, voilà une contraction, inspirez, expirez, inspirez bien à fond, bloquez, fléchissez la tête, attrapez les barreaux, poussez bien à fond, allez-y, allez-y, continuez, continuez. On en a parlé ce matin de la petite litanie des sages-femmes. Alors là, ça donnait un peu des ordres. Hein. Là, apparemment, maintenant, on est un petit peu plus... voilà, mais voilà, il décrit quand même des ordres, des tons brusques de... Voilà, il faut conditionner le travail. Voilà. Issu de ces techniques, alors l'accouchement sans douleur est très très limité dans le temps. Hein, c'est les années 50 et 60. Très parallèlement, on ne va pas refaire l'histoire de l'antidouleur à cette époque-là, mais apparaissent les techniques péridurales, anesthésiques. Et donc, l'accouchement sans douleur estampillé, ASD, va finir par décroître très très rapidement dans la fin des années 60. Cependant, il en reste des choses actuellement encore. Et la préparation, la prévention, en est une issue logique. Les médecins et les sages-femmes s'intéressèrent à ce moment-là progressivement à cette technique de préparation qui furent bientôt intégrées au programme d'études des écoles de sages-femmes. Donc là, on est dans les années 70. Le coût des séances de préparation est pris en charge par la sécurité sociale. Il paraissait important de mener à bien une prévention efficace afin d'améliorer le suivi des patientes. Alors, en 97, une sage-femme est invitée au collège des gynéco-obstétriciens pour parler de ces techniques de préparation, 1997. Et elle annonce « Il est plus que temps, soit une cinquantaine d'années après les premières tentatives de préparation à l'accouchement, de nous insurger contre la dualité opposant l'accouchement sans douleur, le PPO, obstétrical, et le choix d'une anesthésie péridurale. » Les objectifs de la préparation à cette époque-là, mais vous allez les retrouver, trois objectifs principaux. L'aspect théorique, informer, expliquer la base de l'anatomie, physiologie de la femme enceinte jusqu'à son accouchement, combattre l'ignorance, les préjugés.
Et ce, même si maintenant la scolarisation jusqu'à 16 ans obligatoire et l'enseignement dès la maternelle jusqu'en fin de collège, l'enseignement obligatoire du fonctionnement du corps humain, précisément sa reproduction et les moyens de non-reproduction. La vulgarisation, la médiatisation, les réseaux ont largement permis aux femmes d'accéder à une meilleure connaissance de leur corps. Rien ne semble remplacer cette interaction, dit la sage-femme, ce dialogue qui s'engage afin de répondre au mieux aux attentes des femmes. Donc, un aspect théorique de formation, issu, on voit bien, de la PPO. L'aspect thérapeutique ou physiologique. Et là, différentes techniques vont voir, non pas le jour parce que c'est des techniques anciennes, mais apparaissent dans les cours de préparation à la naissance, permettant aux patients d'augmenter leur tolérance face à la douleur. C'est indiqué. Qu'elles désirent ou non la péridurale. Le but de ces techniques ne se borne pas seulement à l'accouchement, mais tout autant à la perception et à l'image corporelle de ces femmes pendant la grossesse. Se sentir mieux dans son corps, apprendre à se bouger autrement, prendre du temps pour s'occuper de soi, pour parler à son enfant, tout autant de démarches positives, améliorant très sensiblement la manière de vivre sa grossesse. Alors, de nombreuses techniques entrent dans les séances de préparation à la naissance. La relaxation, là actuellement, nous avons la relaxation, les techniques respiratoires autres que celles de la respiration du petit chien, la gymnastique sensorielle périnatale, le yoga, les préparations aquatiques, le chant prénatal, la danse prénatale, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'aptonomie. Tout autant de techniques qui sont actuellement donc reconnues comme étant, puisque prises en charge par notre organisation sanitaire. Et puis le troisième aspect de la préparation à la naissance, l'aspect psychologique, afin d'amener les femmes à communiquer, à verbaliser. La grossesse est une période charnière dans la vie d'une femme. Les résurgences du passé provoquent parfois une fragilisation émotionnelle qui peut être déstabilisante. Les peurs de ne pas être à la hauteur, la peur de souffrir, la peur de mourir, la peur pour l'enfant à venir. L'évaluation de cette technique humaine et préventive est difficile car elle réside dans l'énorme disparité des différentes manières dont sont faits les cours de prépa. Selon les maternités, selon les professionnels, que ce soit en ville, que ce soit à l'hôpital, donc c'est difficile, voilà, d'après les sages-femmes, d'évaluer ces techniques. Il n'empêche, il semblerait, on est en 2019, que même si on a moins de séances, je crois que c'est passé de 9 à 7 et on est de plus en plus à les réduire, il semble incontournable actuellement à une femme en suivi pour sa grossesse de se préparer à la naissance. Alors je ne dis pas que toutes y ont accès, que toutes le souhaitent, mais la préparation à la naissance, autre qu'hospitalière, hospitalière cependant, paraît une évidence maintenant pour les femmes. Voilà, ce qu'on sait quand même, et ça c'est les sages-femmes qui nous le disent, là aussi elles redisent, un abaissement du seuil douloureux et une diminution de l'angoisse maternelle, ce sont les objectifs principaux. Alors, j'aurais voulu faire un petit encart spécial sur l'aptonomie, mais voilà, je laisse la main à Willy juste après, voilà, qui me paraît être la prise en charge de ce qu'on appelle une prise en charge globale, donc qui va tout reprendre depuis le début. Les classes pharmaceutiques, je n'en parle pas, c'est pas le sujet. En tout cas, tout est voilà. Je pense que il y a des techniques, il y a plein de techniques. Nous avons accès à ces techniques. Bon, il semblerait qu'on souffre encore un petit peu, mais on s'acharne. Alors, en conclusion, rapide, et parce que c'est une prise en charge que je connais un peu mieux que celle de l'accouchement, c'est la douleur, la prise en charge des douleurs du père-abortum, de l'avortement. L'avortement volontaire, l'IVG depuis 75, appelé IVG depuis 75, fait désormais partie de la périnatalité.
Depuis 2001, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Depuis 2001, la loi propose, une alternative non instrumentale, et depuis 2004, la possibilité aux médecins, il faudra attendre 2017 pour les sages-femmes, de ville d'accompagner les femmes dans ce moment de leur histoire qu'est l'interruption volontaire et sans argumentaire de leur grossesse. Très rapidement, des thèses de médecine générale puis des mémoires de sages-femmes vont proposer des études comparatives sur ces prises en charge. Méthode chirurgicale versus médicamenteuse, prise en charge, études sur les prises en charge hospitalières versus prise en charge en ville. Les saignements, les douleurs, les complications, les supposées dépressions, les altérations psychiques, le recours aux arrêts maladie, tous les critères sont passés au crible des études. Alors, ce n'est pas pour faire la promotion d'une technique ou d'un lieu, la ville ou l'hôpital, dont il est question, mais la réussite à prendre en charge sérieusement la notion de douleur globale. Cette lutte est permanente dorénavant, même lorsque la vie de la personne n'est plus en jeu immédiatement. L'IVG étant inscrite dans le plan de périnatalité bénéficie au même titre que le reste de l'obstétrique d'une attention aiguë et vigilante quant à la prise en charge avec bienveillance d'une personne en demande de soins et d'accompagnement. Il reste beaucoup à faire dans le domaine des douleurs. Mathieu Ascu, sage-femme hier que nous avons, sage-femme et sociologue de Lyon, que nous avons entendu, ou peut-être jeudi, rappelait hier les luttes des femmes et des couples pour une meilleure prise en charge de cette période si particulière. De l'exigence de pouvoir accoucher à domicile dans les années 70, de la mise en place des maisons de naissance dans les années 90, les courants naturalistes et féministes se réunissent aujourd'hui autour du mouvement contre les violences obstétricales. Au-delà des techniques antalgiques, médicamenteuses ou non, instrumentales ou manuelles, ce courant humain demande non à faire tomber des têtes et des supposés responsables, mais bien à être entendu et consulté sur le projet d'accompagnement. Il ne s'agit pas d'opposer les femmes aux hommes, les instruments aux mains, ni de promouvoir... Attendez, hop, je vous mets ça quand même parce que je vous l'avais... Hop, clac. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, ni de promouvoir, comme nous a répondu l'ARS Aquitaine, l'accouchement en sabot et dans la paille, mais de promouvoir l'excellence possible des compétences d'un individu dans ses choix et compétences des professionnels dans notre société. Je vous remercie.